Voilà, après avoir défini donc les différentes possibilités de force existantes au sein d'un système fluide, parce que je suis en train de traiter les fluides, eh bien, on sait bien qu'il existe des forces. Ces forces. Et quand une force se déplace, quand une force déplace son poids d'application, il y a un travail. Donc cette vidéo a pour but de traiter le travail de ces différentes forces que l'on peut retrouver au niveau d'un système fluide. Donc on va évaluer tous les travaux possibles et imaginables. Ce qui veut dire que dans ces travaux, on va voir les travaux des forces de cohésion. Bon, ceci, je vais enlever. Voilà. Tout ce qui est force va engendrer, s'il y a un déplacement, un travail. Donc on aura les travaux de force de cohésion, les travaux des forces de contact, les travaux des forces à distance. Alors je le rappelle que ceci sont des forces externes ou extérieures, et que ceci sont des forces intérieures. Donc les forces intérieures, ce sont les forces de cohésion au sein du fluide. Et les forces extérieures, ce sont les forces de contact entre le milieu extérieur et le système. Voilà. Et alors, les forces à distance, c'est ceux qui agissent à distance. Voilà. Et donc, en connaissant donc, les différentes forces que l'on a en présence, c'est d'évaluer les travaux de ces différentes forces en présence. Alors, pour ça, avant toute chose, il faut définir un système. Voilà, bon, un système que je peux dessiner, soit avec un monde extérieur qui est une canalisation des aubages ou le cylindre, enfin le cylindre et un piston d'une machine, voilà, ou une canalisation fixe, peu importe. Voilà, ça pourrait être le monde extérieur. Et le monde et le système pourrait être le fluide à étudier, ou une portion de fluide. Je ne suis pas obligé d'étudier un fluide complètement. Je peux étudier une portion de volume de ce fluide, une portion de surface de ce fluide, ou une portion de ligne de ce fluide. Bon, alors pour ça, avant d'évaluer les travaux, on va mettre le système en place. Alors on va prendre un fluide. Voilà, que je vais considérer comme un cylindre. Voilà. Voilà mon système. Alors pour avoir une bonne vue, je vais éliminer la partie normalement qui ne devrait pas être visible parce que il est empli de fluide à l'intérieur. Hein. On va dire un tube de fluide cylindrique. C'est un tube de fluide cylindrique. Voilà, c'est un tube de fluide cylindrique. Donc j'ai pris toute la totalité. Maintenant, s'il était dans une canalisation fixe, voilà, le milieu extérieur serait la canalisation fixe qui serait ici. Pourtant que je sache descendre. Je vais recommencer. Voilà, il est contenu dans une canalisation fixe. Voilà, ça c'est le milieu extérieur. Hein. Donc le milieu extérieur, c'est ceci. C'est la canalisation fixe dans laquelle circule le fluide. Donc on a le milieu extérieur et le système qui est ici. Alors, on ne va pas perdre de vue qu'il faut calculer les travaux de toutes ces forces-là. Donc on aura des travaux de force de contact, des travaux de force de cohésion,
des travaux de force à distance. Bon, les forces de cohésion du système, si je prends le système, bon, tout d'abord, les forces de contact. Donc, les forces de contact, je vous ai déjà dit qu'elles constituent donc l'action des particules extérieures au système sur des particules intérieures du système. Donc, en fait, c'est toutes les forces qui vont agir à ce niveau-ci. Je vais vous montrer avec une couleur. Voilà, une couleur, je vais prendre la couleur. Voilà. C'est toutes les forces qui vont agir dans ce cas-ci. Là, on a des forces d'interaction entre la paroi qui est la canalisation fixe et le fluide, le système fluide. Voilà. Donc là, c'est déjà une chose. Ça, c'est les forces de contact. Bon, vous allez me dire, oui, toutes ces petites forces de contact-là, ben, ont leur antagonisme qui s'annule, parce qu'en fait, on a l'action égale la réaction. On a toutes des forces qui sont comme ceci. Donc en globalité, si je prends, je ne vais pas le faire pour tout, hein, voilà, voilà, je prends une force globale qui représente toutes les petites forces dans cette couleur-là, mauve, je crois. Voilà, la force, elle est là. J'applique une force qui représente toutes ces forces-là. Voilà, j'ai encore raté mon coup. Voilà. Ça, c'est les forces appliquées, voilà, de la paroi sur le fluide. Bon, maintenant, j'ai une force antagonisme que j'ai mis avec cette couleur-là, je crois. Et cette couleur-là, ben, je veux dire, il y aura, voilà, l'action égale la réaction. Il y aura égalité de forces. Donc, c'est-à-dire que la somme des forces égale à 0. Donc, ça, si je prends celui-ci, c'est la force du milieu extérieur qui s'applique sur le système. Mais le système applique une force antagoniste qui est le système qui applique une force sur le milieu extérieur. Voilà. Et si on fait la somme de ces deux forces, ben ça fait 0. Voilà. Donc les forces d'interaction de contact, donc les forces externes, les forces de contact, les forces d'interaction de contact, qui constituent, si vous voulez, l'action des particules extérieures au système sur les particules intérieures au système. Donc cette action s'exerce au travers des frontières du système et est proportionnelle à la grandeur de ces frontières. Voilà, donc en fait on a une pression, voilà, on a une pression hein, voilà, F est une pression. F, bon, je vais quand même le mettre aussi en noir. La force milieu extérieur sur le système plus la force qui s'exerce sur le système, force du système sur le milieu extérieur vaut 0. C'est la loi de l'action et de la réaction. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce MES6, la force qui s'exerce du milieu extérieur sur les systèmes?
Et on a ça, en fait c'est la pression. Hein. Voilà, donc c'est l'un est la pression et l'autre est la tension. Et la tension. Voilà. Donc elle s'exerce aux frontières. Je vais vous montrer où est la frontière entre le système et le milieu extérieur. Dans ce cas-ci, hein, la frontière elle est où? Elle est là. La frontière est ici. C'est là que s'exercent ces forces-là. Entre la pression et les tensions. Là, on a une pression et une tension ici. C'est là que s'exerce toute la pression et son inverse qui est la tension. Donc il faut toujours garder la frontière. Qu'est-ce qui se passe à la frontière? Hein? Il faut toujours regarder ce qui se passe à la frontière. Entre le milieu extérieur et... c'est comme ça qu'on fait l'étude de la pression. On regarde ce qui se passe à la frontière du système. Voilà, on observe ce qui se passe à la frontière du système avec le milieu extérieur. Voilà. Ça, ce sont pour les forces de contact. Alors, pour les forces intérieures, on peut faire un petit peu le même. Je peux prendre la même chose. Les forces intérieures, je prends un sous-système. Voilà. Pour l'instant, il y a beaucoup de forces. Hein. Intérieures, ce sont les forces de cohésion. Il y a tout qui se relie comme ceci. Hein. Il y a une force de cohésion comme ceci, une comme ceci, comme ceci. Et tout s'annule. Hein. Dans tout le volume, tout s'annule parce que c'est la loi de l'action et de la réaction. Donc en tout point, on aura une force, des forces comme ceci. Voilà, on aura des forces qui vont par là. Ce qui veut dire que si je prends un vecteur force des forces qui vont par là, qui représente les forces de cohésion, bien sûr il faut le faire pour... voilà, je peux pas le faire comme ça en fait, je peux pas le faire comme ça. Parce qu'il faut prendre une section, et là est l'astuce, il faut prendre une section. On sait bien que tout va s'annuler, parce que on a dans les forces de cohésion, on a les forces de cohésion internes qui s'appliquent en intérieur, hein, c'est-à-dire des particules du système sur des particules du système. Elles sont égales et opposées 2 à 2 en vertu du principe de l'égalité de l'action et de la réaction. Donc le résultant est nul. Hein, le résultat est nul. Bon. Alors, je vais isoler un, comment on appelle ça, une surface. Donc je prends une surface ici. Voilà. Je prends un sous-système. C'est un sous-système. C'est une section, voilà, de mon système de départ. Je l'appelle un sous-système. Voilà, je prends un sous-système qui est là. C'est une surface. Hein. Et à ce moment-là, je vais isoler cette surface. Alors, maintenant, si le fluide est au repos, on va considérer que le fluide est au repos. Et à ce moment-là, toutes les forces de cohésion interne s'annulent. Puisque le corps est au repos, hein. Les forces de cohésion s'annulent. Maintenant, si le fluide est en mouvement, il y a une force qui va intervenir. Je vais vous montrer tout de suite. Donc on n'est plus à l'équilibre, on est en mouvement. Le fluide est en mouvement. Alors si le fluide est en mouvement, je définis la face que je viens de, la surface que je viens de vous montrer. Et à ce moment-là, bon, on a une force qui va être appliquée. Voilà, voilà. Parce qu'il est en mouvement. Hein, donc comme il est en mouvement, là j'ai une portion de fluide qui est, voilà, une portion de fluide en mouvement.
Et là, il faut définir bon, je vais mettre une portion, je vais même agrandir un petit peu le système. Je vais prendre, voilà. Voilà, là, il est en mouvement, je vais l'agrandir, je vais agrandir le système. Donc, je vais prendre un volume. Je voulais prendre une surface, mais ici, je vais prendre un volume. Pourquoi pas? J'aurais pu prendre avec une surface, hein, je vais prendre avec un volume. C'est une portion de fluide qui est en mouvement. Donc, vous voyez le système de tout à l'heure, j'en prends un volume voilà, qui a bougé. Voilà, il a bougé. Voilà. Donc à ce moment-là, s'il a bougé, c'est parce qu'en fait, justement, il y a un mouvement, il y a des forces qui sont apparues. Alors, si je regarde cette face ici, je vais vous montrer c'est quoi ces forces qui sont apparues. Je vais vous montrer cette face-là. Non, j'ai complètement raté. Ouais, c'est normal parce qu'il est ouvert de l'autre côté. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est mettre... Je vais vous dire c'est quoi ça. Voilà. Ça, c'est la section ici. C'est la section ici. Qu'on a derrière. C'est la section de derrière, là. Derrière, il y a une section. Eh bien, c'est la section là. C'est la section qui est, si vous devez regarder, c'est la section qu'on regarde comme ceci. Voilà, on voit ceci. Et alors, à ce moment-là, bon, on a toute une panoplie de petites forces. Voilà, tout le long de la surface. Voilà, on a tout un ensemble de petites forces qu'on va rassembler en une seule, qui est la résultante. Voilà. Et qu'on va mettre bien sûr au centre de gravité de cette surface. Voilà. On aura une force normale comme ceci. Ça, c'est la force normale. La force normale, c'est à cause de la force qui provoque le mouvement qu'on a une force normale. Hein. C'est à cause de la force. En fait, je devrais déjà mettre la force qui provoque le mouvement, puisqu'on n'a plus d'équilibre comme tout à l'heure. On a un fluide en mouvement, donc il est plus au repos. Donc les forces de cohésion ne s'annulent plus une à une. Ce qui fait que sur une surface, on a voilà, une force comme ceci. Une force qui prend une direction quelconque. Voilà, c'est ça qui crée un mouvement. Ça va créer un mouvement. Alors, pour mieux voir les choses, ben, il faut le décomposer dans un trirectangle. Et ce trirectangle, c'est de le prendre le plus judicieusement possible. Alors, comment le prendre judicieusement possible? Je vais vous montrer. Bon, pour l'avoir le plus judicieusement possible, ce repère, ben, c'est de se conformer à la surface, parce qu'une surface ici, elle est bien, on va dire elliptique, mais si on devait regarder de face, elle n'est pas elliptique, c'est un cercle. C'est un cercle. Cette surface, ces surfaces-là, celle-ci, celle derrière, et celle-ci sont des ellipses, parce qu'on a une certaine vue. On a une vue, voilà, qui est, je veux dire, une vue, comment on appelle ça, en perspective. Mais si vous aviez une vue de face, on a un cercle en vue de face. Voilà. Et quand on a une surface, la première des choses, ici c'est parce qu'on a une belle surface, mais j'aurais pu avoir une surface quelconque. Hein. Voilà, j'aurais pu avoir un système comme ceci. Une surface. Elle peut être ouverte ou fermée, peu importe. Et qu'est-ce qui peut caractériser une surface? Mais en mathématiques, ce qui caractérise une surface, c'est la normale à la surface. Voilà, donc on a, toute surface possède sa normale. Quelle qu'elle soit, même si on a des surfaces un peu bizarroïdes, bien, on a une surface. Normale, je m'excuse, normale à la surface, toujours. Une perpendiculaire, si vous voulez,
un point qui désigne la normale à la surface. Voilà, ici on a une surface. Ah ouais, ça m'aurait pas étonné. On a une surface, voilà. Voilà la surface, et on a une normale à la surface. Voilà la normale à la surface. Enfin, je vais le mettre avec une autre couleur parce que c'est vrai que ça fera étrange. Voilà la normale à la surface. Donc toute surface, quelle qu'elle soit, elle a une normale, elle possède une normale. Donc une des premières choses à faire, c'est de mettre un repère, bon, qui sera très rectangle, je vous le dis tout de suite ici, hein, mais dont je vais utiliser la normale à la surface. Donc la normale à la surface va partir du centre de gravité du cercle, qui est le centre du cercle, et de mettre la normale à la surface ici. Voilà la normale à la surface. Donc ceci est perpendiculaire au cercle, voilà, que je vais appeler, voilà, au cercle C. Et ça, c'est la normale, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ce cercle. Enfin, ici, c'est une ellipse parce qu'on a une vue, bien sûr, une vue en perspective, donc ça donne une ellipse. En fait, si on veut faire une vue de face, on a un cercle. Voilà, ça, c'est la première des choses. Attention, ne pas perdre de vue que je suis dans les forces de cohésion. Hein. Voilà, je suis dans les forces de cohésion. Je suis dans les forces de cohésion. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait être encore judicieux? Ben, ce sont les forces tangentielles. Et les forces tangentielles, c'est les forces qui sont, on va dire, tangentes à la surface. Voilà, donc, par exemple, si je prends ici, en ce point-là, là, je peux avoir une force qui est tangente à la surface. Voilà, donc, j'ai une force tangente à la surface. Mais je pourrais faire la même chose à ceci ici, à ce cercle. Je peux tracer deux tangentes pour avoir un trirectangle. Faisons-le. Pour avoir un trirectangle, voilà, j'ai une tangente ici, et me voilà avec une nouvelle tangente. Là, je définis un trirectangle, quoique celui-ci, je ne l'ai pas bien mis. Voilà. Ça, c'est deux forces tangentielles. On a toujours deux forces tangentielles. Ce sont des forces de cisaillement, si vous voulez, des forces de cisaillement. Voilà, on a des forces tangentielles. Les forces tangentielles sont des forces de cisaillement. Voilà, force tangentielle ici, force tangentielle qui forme un trirectangle. Et donc, celui-ci vient s'incorporer. Donc la force quelconque ici, la force quelconque, voilà, due au mouvement, le fil n'est pas en repos, donc on a une force. Et donc là, on peut décomposer dans le trirectangle cette force-là. Donc elle va donner une composante tangentielle. Je vais essayer de le faire correctement parce que c'est difficile de le faire. C'est du dessin, hein, voilà. Donc cette force tangentielle va aller de là à là. Voilà. Donc ce qui veut dire que ma force tangentielle, elle va pas jusque là. Hein. Vous aurez compris que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ma force tangentielle, elle va jusqu'ici. Voilà. Alors, ma force, voilà. En fait, auparavant, j'ai créé mon repère. Hein, c'est un repère JK, où N est un vecteur de base. Maintenant, si je mets sur N, je vais faire une projection sur N. Voilà, par exemple, une projection sur N. Mais j'ai le vecteur normal. Le vecteur normal est ici. Voilà, c'est la force normale. Attention, pas confondre N qui est vecteur de base et Fn. Hein. Fn, c'est la force normale qui a la même direction que N, parce que N est un vecteur de base. C'est ce que je voulais faire ici. Je l'ai mal fait ici, j'aurais dû l'appeler. Oui, parce que quand je mets F...
Bon, je vais recommencer le dessin, ça va être plus clair en recommençant, parce que c'est vrai qu'ici je commence à être brouillon et on comprendra plus rien. Je vais le recommencer. Alors, avant de recommencer, il faut savoir qu'on est en mouvement. Le fluide est en mouvement, il n'est pas au repos. Donc ça veut dire qu'il y a une composante force qui va apparaître. Je vais faire apparaître cette force. Donc le fluide est en mouvement. Voilà, je vais mettre le cercle qui apparaît, voilà, sous forme de perspective en termes d'ovale. Au centre de gravité, s'applique la force qui provoque le mouvement. Parce que auparavant, je vous ai dit que les forces de cohésion s'annulent une à une et ça fait 0. Oui, mais pour autant que c'est au repos. Si le fluide est au repos, effectivement, elle s'annule une à une. On a les forces internes vont s'annuler parce qu'elles ont chacune leur réaction. Le réaction, et la force d'action avec leur force de réaction fait 0. Ça, c'est quand le fluide est au repos. C'est ce qu'on appelle l'équilibre du fluide. Le fluide est en équilibre quand il est au repos. C'est une condition de repos. Voilà. Bon, mais maintenant, si le fluide n'est pas au repos, il est en mouvement. Et c'est le cas ici. À ce moment-là, on n'a pas 0. On a une force ici qui apparaît. Une force qui apparaît au niveau de la surface. Alors, le tout, comme je vous ai dit, c'est de créer judicieusement un repère trirectangle. Bon, ce qui nous vient à l'esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la normale à la surface. Voilà, on a la normale à la surface, n, plus deux tangentes. Je vais appeler ça une composante radiale, voilà, et une composante orthoradiale. Voilà, c'est des vecteurs unitaires, hein, c'est des vecteurs de base. Voilà, donc j'ai un vecteur n qui est un vecteur unitaire qui représente le normal à la surface. Et là j'ai un vecteur radial suivant le rayon et l'autre perpendiculaire à celui que je viens de créer comme rayon. Donc orthoradial. C'est trois vecteurs unitaires. Trois vecteurs unitaires. Bon, alors je vais décomposer la force qui existe à cause qu'il y a mouvement, c'est-à-dire FE, la force ici. Je vais le décomposer suivant l'axe, les trois axes que je viens d'établir, IJK, qui est un repère trirectangle, hein, direct. Là, je vais décomposer sur N. Voilà. Je le décompose sur N. Je vais le décomposer. Bon, sur N, ça donne ceci. Hein. Donc, le vecteur, il est là. On le voit apparaître, il est là. Voilà, la décomposition sur N. Le vecteur est là. C'est la force normale. C'est la force normale. Voilà. Ensuite, on va décomposer sur la radiale. Bon, c'est un peu plus difficile à voir, ça. Et sur l'orthoradial. Je vais déjà le faire sur l'orthoradial. Voilà. Le vecteur est ici. C'est une force tangentielle, une force de cisaillement. Voilà. Ça sera une force de pression, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une force de pression. C'est une force de pression. Donc on aura la force de tangentielle, force de cisaillement. Et là, donc là c'est comme si j'avais fait une projection de ce vecteur-là sur l'orthoradial pour obtenir ceci. Et bien sûr, il y a une projection
puisque c'est une direction quelconque, Fe prend une direction quelconque, et je peux mettre une composante qui va aller, voilà, la composante sur R va jusque là, on va dire, elle va jusque là. Voilà la projection sur R. Voilà, ça, la projection sur R est ici. Voilà, donc pour éviter, voilà. Donc là, on a deux forces tangentielles. On a deux forces tangentielles, donc deux forces de cisaillement. Deux forces de cisaillement. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les forces présentes quand il y a un mouvement. Voilà. Bon, mais généralement, on parlera d'éléments, hein, d'éléments de force ds. Par rapport à un élément de surface ds, on aura un élément de force df. Voilà, généralement, on étudie au niveau infinitésimal. Et là, bon, c'est l'action complète. Hein, je veux dire, c'est l'ensemble des... Voilà, voilà, normalement, on étudie pour un élément de surface ds. Hein. Voilà, ds, pour ce ds là, on a l'interaction, voilà, d'une petite force tangentielle, de force tangentielle et de force normale dfn. Voilà, le fn là, c'est déjà, voilà, ça c'est au niveau micro, et là on est au niveau macro, hein. Macro, donc on a les variables macroscopiques ici, voilà, en faisant la somme de tous les, pour avoir fn, c'est la somme de tous les dfn si vous voulez. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qui crée le mouvement? Qu'est-ce qui va créer le mouvement? Ben, c'est ces forces tangentielles, c'est ces forces de cisaillement. Alors, les forces de cisaillement vont créer justement l'écoulement du fluide. L'écoulement du fluide, comment? Ben, justement, les particules matérielles ne vont glisser pour avoir l'écoulement les unes sur les autres que si les tensions tangentielles dépassent des tensions de glissement de départ. Donc il faut qu'on soit supérieur à une certaine valeur pour que les tensions tangentielles soient suffisantes et provoquer, si vous voulez, l'écoulement du fluide. Voilà. Alors le fluide est en équilibre si bon, il n'y a pas de composante tangentielle. Et le fluide sera en mouvement s'il existe une composante tangentielle. Voilà, donc vous voyez que la composante tangentielle, c'est ce qui va faire le mouvement. Alors, dans les forces de contact, bon, les forces de contact, ça peut être... Ça, ce sont pour les cohésions. Hein. Voilà, c'est pour les cohésions. Donc, on peut avoir un fluide au repos, absence de force tangentielle, et un fluide en mouvement, présence de force tangentielle. Donc, les forces tangentielles, ce sont les forces de cisaillement que l'on a ici. Voilà, on aura ceci. Tout est basé sur une force... Voilà, on aura ceci. Les forces tangentielles. Donc, si on a la présence de ceci, de ces forces-là, ben, on a un mouvement. Bon, les forces de contact, ça peut être un choc. Hein. Ça peut être un choc. Ça peut être des forces de frottement. Voilà. Et ça peut être voilà, force de contact du milieu extérieur, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, le poids du piston et de son, enfin, dans son cylindre, contenant bien sûr le fluide qui est le système. Voilà. Donc vous voyez que l'action du principe de le principe de l'action et réaction intervient partout. Hein. Il intervient ici, la force extérieure plus la force intérieure égale 0. Ben, il est là, il est ici. Je l'ai fait tout à l'heure. Voilà pour les forces de contact. Et on l'a pour les forces intérieures aussi.
tout état de cause, on a toujours la loi somme des forces égale 0. Sauf s'il y a un mouvement. Parce que là, il y a un déséquilibre. Justement, le problème, c'est que quand il y a équilibre, ça vaut 0, mais quand il y a un déséquilibre, il y a une force qui apparaît, c'est la force FE. La force FE apparaît, donc on n'a plus 0. On n'a plus 0. Voilà, quand on est en déséquilibre, on n'a plus 0. Donc là, on voit bien qu'on est en déséquilibre puisqu'il existe une force qui va impliquer l'existence de forces tangentielles. Cette force-là implique l'existence de forces tangentielles. Voilà. Mais si on est à l'équilibre, ça fait 0. Voilà. Là, c'est le repos. Le repos, ça fait 0. Et l'absence de repos, c'est on a FE différent de 0. Voilà. Ici, FE différent de 0. Voilà. Et ça, c'est en mouvement. Il est en mouvement. Donc, vous voyez que le mouvement n'interviendra que quand on aura des forces tangentielles. Voilà. Quand on aura des forces tangentielles, on aura un mouvement. Alors, maintenant, je vais évaluer comment on appelle ça, le travail de toutes ces forces-là. Hein. Oui, il y a aussi les forces à distance. On peut avoir les forces à distance dues au poids. P est égal à M fois G. Les forces, voilà, et on peut avoir des forces à distance qui sont électromagnétiques. Alors, bon, voilà. Donc vous commencez à voir que, bon, là, on a les forces de cohésion internes. Là, ce sont les forces les forces de cohésion, ce sont les forces internes. Hein. Les forces de cohésion, c'est les forces internes au système. Les forces externes, c'est les forces qui vont s'appliquer sur le système, mais qui sont extérieures au système. Je pense à des chocs, au frottement, et des forces, je veux dire, de milieu extérieur, qui n'est pas le système, qui vont appliquer des forces directement appliquées, des forces de contact, puisqu'elles sont, si c'est de contact, c'est directement appliqué sur le système. Voilà, donc il y a un contact. Il y a un contact. Et dès le moment où il y a un contact, ben, on a la loi de l'action et de la réaction. Hein. Voilà. Comme ici. Voilà. Et on a les forces à distance. Bon, maintenant, le tout, c'est d'évaluer toutes ces forces-là. Alors, pour ça, je vais commencer par bon, comme je vous disais tout à l'heure, les forces normales sont les forces de pression. Hein. Les forces normales sont les forces de pression. Les forces normales sont les forces de pression. Alors, quand est-ce qu'on sera au repos? Je vous ai dit quand on aura un équilibre tel que vous le voyez, égal 0, donc on n'aura pas de force tangentielle. Ou si vous voulez, on peut aussi rendre un fluide au repos en disant que on néglige la viscosité. Le fait de dire qu'on néglige la viscosité, parce que déjà les glissements là-bas c'est dû à la viscosité. Hein, voilà. Mais si on néglige la viscosité, à ce moment-là on peut dire qu'on a un flux de repos. C'est-à-dire qu'on n'a pas de force tangentielle. On n'aura pas de force tangentielle. Voilà, on n'aura pas de force tangentielle. Bon, maintenant je vais évaluer le travail des forces tangentielles. Pour ça, il faut que je crée un nouveau système et faire évoluer, puisque je vais établir le travail des forces. Le travail des forces. Mais d'abord les forces intérieures. Alors pour ça, je crée un système. Voilà, c'est une ligne. Là, ça c'est une ligne pour lequel je prends, c'est une surface, pour lequel je prends un élément de surface que je vais appeler ds. Je vais calculer au niveau infinitésimal, parce qu'après je veux revenir au niveau macro. Voilà, ds. Alors, ici je suppose que le fluide est en mouvement, sinon il n'y aurait pas de travaux. Hein. S'il est en équilibre, il n'y a pas de travaux. Voilà, il est en mouvement, ça veut dire qu'il va avoir un déplacement. La force va subir un déplacement. Je parle des forces
les forces tangentielles. Hein. Je parle des forces tangentielles. Bon, alors, on va prendre un élément de surface ici, ds, que je vais mettre en couleur. Bien sûr, avec sa normale. Il a une normale. Hein. Cette surface-là a une normale. Enfin, je dirais plutôt un élément de surface, ds. Ce que je voulais vous dire juste avant, je vais d'abord quand même faire les forces. Parce que ça, c'est pour les forces normales. C'est pour je suis en train de faire les forces normales. Bon, je vais faire d'abord les forces tangentielles. Tangentielles. Je ferai les forces normales par après. D'abord, les forces tangentielles. Donc on suppose qu'on a un mouvement. Hein. Donc si on a un mouvement, on a des forces tangentielles qui sont présentes. Alors je vous ai dit tout à l'heure que, bon, quand on a un mouvement, donc pour qu'il y ait mouvement et force tangentielle, les particules matérielles ne glissent les unes sur les autres que si les tensions tangentielles dépassent, sont supérieures, si vous voulez, à des tensions de glissement au départ. À ce moment-là, il y a voilà, les particules matérielles glisseront. Glisseront, ça veut dire qu'il y aura écoulement. Écoulement, donc en fait, voilà, on aura des écoulements. Si je prends la surface de tout à l'heure, les écoulements vont aller dans tout. Voilà, je vous ai mis une force qui était comme ceci tout à l'heure. Voilà, c'est la force qui va montrer qu'on a une composante. Là-dedans est cachée une composante normale. C'est celle qui sera perpendiculaire à la surface, mais on aura celles qui vont décrire voilà, l'écoulement suivant deux directions, hein, des particules. Hein. Voilà, il y aura, voilà, ça va tirer par là, donc les particules auront tendance à, voilà, à s'étaler par là, mais il y a aussi une composante qui est par là, donc il aura tendance à s'étaler comme ceci, mais c'est une façon de voir les choses, parce qu'en fait, voilà, c'est une décomposition suivant deux axes donnés, mais cette force-là est une force globale, hein, globalisante. Hein. Bon, elle représente, si vous voulez, tout l'étirement voilà, de ce qui se trouve dans toutes les directions. Hein. Mais on le met dans deux directions données, puisqu'on détermine deux axes, que deux axes, que deux axes. Donc il faut bien placer voilà, l'écoulement suivant la représentation de deux axes. Bon, on va pas le mettre sur 10 000 axes. Mais en tout cas, ça représente ce que le liquide peut faire en cas de, voilà, de mouvement du fluide. Parce qu'il y a, bien qu'on a mis deux axes, voilà, l'écoulement n'a pas lieu que dans deux directions. Hein. Elle a lieu partout. C'est pas parce que j'ai mis deux axes que, voilà, qu'il va avoir un écoulement sur les deux axes. C'est un écoulement partout. Mais il faut bien mettre un tri-rectangle, je mets deux axes, donc c'est vrai que les forces tangentielles seront comme ceci, comme cela, mais bon, si on veut voir l'aspect, je veux dire, globalisant, ben, c'est la force globalisante ici, la force globalisante ici voilà, qui représente le tout, qui représente le tout. N'allez pas croire qu'on n'a que deux écoulements dans deux directions, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas parce que j'ai mis deux axes
un axe X et un axe Y, vous savez, on a un écoulement en X et en Y et le restant n'a pas d'écoulement. Non, on a un écoulement partout, pour autant qu'il y a un écoulement. Et ça, c'est-à-dire que pour autant qu'on a un mouvement. On a un mouvement. Parce que si le fluide est au repos, bon, il n'y a rien qui bouge. Hein. Il est en équilibre, il est au repos, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas quelque chose qui tire dans un sens ou dans un autre. Hein. Parce que le fluide est en équilibre. Mais s'il est en mouvement, donc on a, comme il est en mouvement, on a des forces tangentielles. Voilà. Alors, mais justement, je vais évaluer le travail de ces forces tangentielles. Donc, comme on a une force les forces tangentielles ne s'annulent pas 2 à 2, ça on le sait bien. Donc leurs travaux ne vont pas s'annuler 2 à 2 non plus. Ce qui veut dire qu'on aura un travail général qui va concerner justement ces forces tangentielles. Alors, c'est les forces tangentielles à quoi? Ben, dans ce cas-ci, c'est les forces tangentielles à ds. Hein. Voilà, l'élément de surface que j'ai pris, il est là. J'ai pris un élément de surface ici. Ce sont les forces tangentielles ici, de ceci. Voilà. Donc ça, je les caractérise en dehors du dessin en disant que ça va être moins... Pourquoi moins? Parce que c'est antagonisme au mouvement. Voilà. Moins le travail interne des forces de frottement. Voilà, le travail interne des forces de frottement. Voilà, et ça, on va dire, c'est une globalité, hein, c'est tout ce qui peut représenter le travail des forces de frottement. Il ne s'annule pas 2 à 2 ces travaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a la présence d'un travail qui est que j'appelle WIF, le travail interne des travaux. Le travail interne des forces de frottement. Bien sûr, s'il y a glissement. Hein. S'il y a glissement. Parce que si elle ne glisse pas, voilà, il n'y aura pas de force de frottement. Donc quand je parle de glissement, ce que j'appelle glissement, c'est le glissement des couches relatives les unes par rapport aux autres. Hein. Voilà, on aura un glissement des couches. Alors je vais représenter ça comme ça. Je vais en mettre 3-4. Bon, je ne sais pas si... Voilà. Là, on a une couche. Je vais mettre une couche, hein, plus ou moins. Là, j'ai une couche. Voilà, je vais l'allonger. J'ai mis quelques particules. Et j'ai la couche en dessous. J'ai une couche en dessous. Un peu la même chose que celle-là. Voilà. Et quand il y a des forces tangentielles, ben, voilà, les forces tangentielles vont faire glisser les couches. Voilà, les unes sur les autres. C'est ça que j'appelle un glissement relatif. Donc, fatalement, vous comprendrez qu'il y a des frottements là-dessus. Hein. Voilà, et pourquoi j'ai mis un moins? Parce qu'en fait, par expérience, on sait bien que les forces de frottement s'opposent au déplacement qu'elles subissent. Voilà, les forces de frottement sont par expérience des forces, des travaux, les travaux de force de frottement sont des travaux, on va dire, résistants, parce qu'elles s'opposent au mouvement. C'est pour ça que j'ai mis un moins. Donc c'est moins WIF. Voilà, et ça c'est pour les forces de cohésion, les forces tangentielles. Donc dans les forces de cohésion, il y a les forces tangentielles, s'il y a mouvement bien sûr, hein, tangentielles.
et les forces normales. Je ne suis qu'aux forces internes. Maintenant, je vais l'appliquer, je vais regarder les forces pour les travaux des forces normales. Bon, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura glissement, que si on surpasse, je veux dire, des tensions de glissement. Pour que ça glisse, il faut on soit supérieur à des tensions de glissement. Sinon, si les forces tangentielles ne sont pas suffisantes, je veux dire, il est au repos, il n'est pas en mouvement. Pour mettre en mouvement quelque chose, il faut tirer assez fort. S'il n'y a pas suffisamment de force, c'est qu'il est toujours au repos. Essayer de pousser quelque chose, un objet, pour le mettre en mouvement, il faut une certaine force. Tant que vous êtes en dessous d'une valeur de force, mais il ne bougera pas. Voilà. Et si c'est ce qui se passe avec les forces tangentielles, si vous êtes en dessous d'un seuil de tension, de glissement de départ, je veux dire, il n'y a rien qui se passera, il faut dépasser. Voilà, pour que les particules matérielles glissent les unes sur les autres, au travers de couches, comme je viens de le montrer, en fait, il faut que dépasser un seuil voilà, de tension de glissement. Alors maintenant, je vais faire évaluer. Donc, je vais mettre de côté ceci, qui regroupe toutes les travails de forces de frottement. Ceci. Donc, on a trouvé pour les forces tangentielles. C'est ce qui importe le plus pour l'instant. Donc, je vais le mettre ici. Donc, on a déjà trouvé ceci. Alors, on est toujours en mouvement. Je n'ai plus besoin des forces tangentielles. Et maintenant, je vais vouloir évaluer les forces normales. Alors, pour ça, j'ai une surface ici, un élément de surface ds. Je vais le faire bouger. Voilà. Bien sûr, la pression qui agit en ds, c'est PDS. Voilà, elle agit suivant la normale à la surface. Donc on a P fois ds. PDS. Alors, normalement, c'est P fois ds, produit scalaire ds. Voilà, PDS. Alors, maintenant, je vais mettre un vecteur position. Un vecteur position qui va commencer à partir d'une origine quelconque, prise ici par exemple. Je vais mettre le point O. Le rayon vecteur, c'est ça que je veux dire. Bon, PDS, en fait, c'est la norme de P fois la norme de DS. Bien sûr, vous aurez compris que c'est la norme. Ce que je voulais dire, c'est que c'est la norme de P fois la norme de DS fois la norme de fois le cosinus de l'angle que fait P et DS. Mais il s'avère que P et DS sont perpendiculaires, ce qui fait cosinus 90. Mais cosinus 90, voilà, ils sont perpendiculaires. Hein. P et DS, ils sont perpendiculaires parce qu'en fait, PDS, le vecteur PDS est perpendiculaire à la surface. Donc, c'est que le sinus de 90, ça fait 1. Donc, ça veut dire qu'on a la norme de P, ben, c'est P. La norme de DS, ben, ça fait DS. Fois 1. Ce qui fait PDS. C'est pour ça que j'ai marqué PDS ici. C'est juste ça. Alors, je vais mettre un rayon vecteur pour faire un déplacement. Parce que le but, c'est de faire un déplacement. Hein. Je vais démarrer ici le rayon vecteur ici, dans une direction. C'est pas forcément dans la direction
la même que PDS, hein. C'est pour ça que je mets un rayon vecteur, ça peut prendre n'importe quelle direction, hein, voilà. Voilà le rayon vecteur, et je vais faire un petit déplacement dans cette direction-là, jusqu'ici. Voilà, donc de là, le déplacement va avoir lieu de là à là, suivant la direction donnée par le rayon vecteur que je vais appeler OR. Voilà, le rayon vecteur OR. OR est la direction de déplacement. Voilà. Mais alors, la longueur des déplacements, c'est ceci, c'est DR. DR. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la surface va se déplacer, si vous voulez, la surface ici que j'appelle S1 va se déplacer jusqu'ici. Je l'ai mal fait. Bon, il faut que je passe par... Voilà, plus ou moins en gros c'est ça. Voilà, ça, la surface s'est déplacée de... voilà, est passée de S à S, de S à S'. Je vais les appeler SS'. Voilà. Je les appelais SS'. Elle est passée... S est passée de S à S'. Je les distingue comme ça, SS', je les distingue. Et remarquez bien ici, ceci c'est DR. Hein. Ça c'est DR. C'est le déplacement DR. Donc on a tout maintenant. Hein. On a tout pour faire un calcul. Alors, le travail, on va évaluer le travail de la force normale, des forces normales, on va dire, ben, on va prendre ces PDS, c'est voilà, c'est la force ici. Alors PDS, je vous rappelle que une pression, c'est une force par unité de surface. Hein. Voilà, mais il s'avère qu'ici, j'ai la pression, c'est une force sur un élément de surface ds. Donc la force c'est PDS. PDS, voilà. Donc PDS c'est la force. Si vous voulez, c'est force. Voilà, une force, mais je dois mettre c'est un produit scalaire, je dois mettre sous forme de vecteur, donc je vais aller chercher ce vecteur de base qui est n. Voilà, ça c'est le vecteur f. Ça c'est la norme de f. PDS est la norme de f. Je vais marquer tout de suite. Hein. Donc ça, on n'a pas besoin. PDS, ça c'est la norme de f. Et si vous faites f fois n, ben vous avez le vecteur f. De cette manière, on traduit le vecteur f. Voilà. Fois le déplacement, mais le déplacement, c'est le déplacement dr ici. Voilà, dr. Donc c'est fois dr. Voilà. En évaluant ça, j'ai les travaux des forces normales. Voilà. Alors, si je considère que j'ai une pression constante, bien sûr, ça c'est pour un élément de travail. Hein. C'est un élément de travail, parce que c'est vrai que j'étudie pour un élément de travail, après je le ferai pour, voilà, c'est DW, c'est un élément de travail, hein, parce que là c'est DR par rapport à une trajectoire DR. Alors, si vous voulez pour la surface complète, faire pour la surface, là j'ai pour DS, une partie, j'ai une partie DS, hein. Si je veux le faire pour tout S complet, ben, je dois aller chercher l'intégrale. Donc, je vais aller faire l'intégrale de dWFN, voilà, au travers, voilà, toute la surface. Donc, il suffit d'évaluer sur ceci, l'intégrale là, sur toute la surface.
Voilà. Mais on sait bien que si P est constant, je peux sortir du signe intégral. Hein. Je peux sortir du signe intégral et intégrer au travers de toute la surface de ds n fois dr ds. Voilà. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, dr fois ds, ça, on a une surface fois une longueur. En fait, ça fait le volume. Voilà. Et comment sont n et dr en produit scalaire? Ben, ils sont oui, il faudra tenir compte de l'angle, hein, NDR, parce que NDR, ouais, parce que attention que l'angle, il y a quand même un angle à tenir en compte. Hein. Ouais, parce qu'il y a un angle à tenir en compte. Alors, quand je dis que la pression est constante, pourquoi je dis que la pression est constante? Parce que je dis que voilà, c'est une pression uniforme. Elle est uniforme partout, elle est constante partout, dans le sens où on a une variable intensive. C'est-à-dire que voilà, c'est une variable qui est la même en tout point. En tout point, c'est une variable intensive, elle est la même en tout point. Donc la pression étant constante. Voilà, mais si vous voulez, NDRDS, en fait, c'est tout simplement le volume. Hein. Ça fait PDV. PDV. Parce que là, vous avez des mètres carrés fois des mètres, ça fait des mètres cubes. Donc, si vous voulez, c'est l'intégrale de PDV au travers de toute la surface. Ouais, ça, c'est le travail des forces intérieures. Voilà, travail des forces intérieures. Enfin, des forces intérieures normales. Donc, je peux effacer tout ceci. Donc, que vaut le travail des forces tangentielles? Ben, c'est moins W les forces intérieures de frottement. Voilà. Que vaut le travail de force normale? On vient de le voir, c'est intégral voilà, d'un point 1 à un point 2 de la 1.2 de la surface. Enfin du volume, parce que ici c'est devenu un volume. Donc c'est l'intégrale de V1 à V2 de P dV. Et donc, maintenant, je peux avoir les forces intérieures, le travail des forces intérieures. Mais c'est la somme des deux. Donc, le travail des forces intérieures, c'est égal à le travail des forces normales, donc de V1 à V2 P dV, moins le travail des forces de frottement. Bon, il y a une autre manière de démontrer ça, je vous le montrerai. Hein. Bon, je l'ai fait avec ça aujourd'hui, mais une autre fois, je vous montrerai. Il y a plusieurs manières de démontrer ça. Voilà, et ça, c'est pour les forces intérieures. Donc, les forces intérieures, voilà leurs travaux. Le travail des forces intérieures, c'est le travail des forces de frottement, plus le travail des forces voilà, de pression. Donc, ça veut dire que
la pression va exercer une différence de volume. Une pression qui agit va créer une variation de volume. Une pression qui agit va créer une variation de volume. Ça, ce sont les travails de forces intérieures. Bon, maintenant, je vais faire le travail des forces de contact. Travail de force de contact. Là aussi, je vais faire une chose globalisante comme je l'ai fait avec le WIF. C'est de désigner les forces de contact qu'on ne connaît pas. A priori, il faut les déterminer. Mais on peut les rassembler sous forme de travail de force de l'action des particules intérieures au système sur celles extérieures au système. Voilà, ça c'est WE. C'est le travail des forces des particules intérieures au système sur celles extérieures au système. Donc, c'est, si vous voulez, je peux écrire ceci. Système, intérieur au système, à ceux extérieurs au système, c'est le travail du système vers le milieu extérieur. Travail de force du système sur le milieu extérieur, ou en d'autres termes, les particules, l'action des particules intérieures au système sur celles extérieures au système. Voilà. Bon, maintenant, en l'absence de glissement, si on n'a pas de glissement relatif, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, entre particules extérieures et intérieures, s'il n'y a pas de glissement intérieur au système, les travaux des forces éventuelles de frottement, qui sont la viscosité, sont nuls. Voilà, donc la viscosité, qui sont des forces de frottement, qui sont des forces de contact, hein, parce qu'ici j'élabore les travaux des forces de contact, eh bien, sont nuls si on a, et donc là, à ce moment-là, on n'est pas en mouvement. Voilà. Bon, et ça, je pourrais vous dire que c'est l'opposé des travaux, puisque on a la force d'un système, les forces extérieures de contact du système sur le milieu extérieur est égale, c'est la loi de l'action et de la réaction, à moins les forces du milieu extérieur sur le système. Voilà, c'est la loi de l'action et de la réaction. Voilà. Alors, ça, je peux l'écrire par une somme. La somme des forces, voilà, égale à 0. C'est la même chose. Et donc, c'est la même chose pour le travail. Hein. Si le travail du système sur le milieu extérieur est égal au travail du milieu, sera égal au travail du milieu extérieur sur les systèmes. Voilà. Si vous voulez les travaux du milieu extérieur, ben, il suffit de mettre un moins là. Vous mettez un moins, voilà. C'est tout à fait normal, hein, parce que si vous prenez un système thermodynamique, par exemple, ce que l'un reçoit, ben, conventionnellement, si le milieu extérieur fournit un travail, eh bien le système reçoit ce travail. Et on l'implique en mettant un moins là. C'est ça que ça veut dire. Donc, et quand j'écris, voilà, donc on peut dire ceci. Ça, c'est l'ensemble des forces, c'est les travaux du système sur le milieu extérieur. Voilà, on peut mettre égal, c'est l'opposé des forces d'action de contact extérieur sur le système. En travaux, voilà.
Donc on voit bien que les forces de contact sont les forces de viscosité sont des forces de contact. Hein. Les forces de viscosité sont des forces de contact. Puisqu'ici j'évalue les travaux des forces de contact. Si vous voulez, ici je peux mettre là, ça c'est les travaux des forces intérieures, et maintenant je vais mettre le travaux des forces de contact qui sont ici, travaux des forces de contact, voilà. Et je vous disais qu'en l'absence de glissement relatif entre particules extérieures et intérieures au système, les travaux des forces éventuelles de frottement viscosité sont nuls. C'est normal, on n'aura pas voilà, de viscosité. On n'a pas de viscosité, donc à ce moment-là, on n'a pas. Pourquoi on n'a pas de viscosité? Parce qu'il n'y a pas de glissement relatif. Hein. Voilà, il n'y a pas de glissement relatif, il n'y a pas de glissement, il n'y a pas des couches. Les couches ne glissent pas entre elles, donc fatalement on ne peut pas imaginer un frottement des couches, hein, puisqu'en fait il n'y a pas de glissement relatif. Donc à ce moment-là, on peut dire que voilà, le travail ici vaudra zéro. Le travail vaudra zéro, puisqu'il n'y a pas de déplacement. Les travaux des forces de contact sera nul s'il n'y a pas de, voilà, de frottement. Et s'il n'y a pas de frottement, c'est parce qu'il n'y a pas de, justement de glissement. Et s'il n'y a pas de glissement, c'est parce que le fluide est au repos. Mais s'il n'est pas au repos, il est en mouvement, il y aura une viscosité. Il y aura des forces de frottement qui seront la viscosité. Voilà. Voilà, et en fait, il reste encore le travail des forces de volume, c'est-à-dire le travail des forces je ne sais plus comment on appelle ça, travail à force de contact, travaux des forces à distance, des forces à distance, travaux des forces à distance, mais je ne vais pas prendre les forces électromagnétiques hein, en jeu, voilà, je prends ici les forces les forces de gravitation, les forces de gravitation. Alors les forces de gravitation, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous le mettre voilà, en écriture, vous savez que c'est MGH, ou plutôt MG delta H, je mettrais plutôt delta 1, delta H ici, delta H, MG qui est une hauteur 2 moins une hauteur 1. Voilà. 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 Donc en fait, là vous avez tout l'ensemble de tous les travaux possibles et imaginables, des forces intérieures et des forces extérieures. Attention que je rappelle que les forces extérieures sont les forces de contact et les forces à distance, puisque ça, ce sont les forces intérieures dues à la cohésion. À la cohésion voilà, des particules entre elles. Ce sont voilà, les particules entre elles. La force intérieure, c'est les forces entre les particules entre elles. Et les forces extérieures, c'est entre les particules et le monde extérieur. Voilà, voilà. Voilà. Je vous remercie.